Bonjour à tous, je suis donc Dominique Pialot, journaliste à la Tribune à Paris, en charge des sujets énergie, climat et ville durable. Donc effectivement, au cœur des thématiques qui vont être débattues ce matin. La première table ronde que nous allons, autour de laquelle nous allons débattre ce matin, c'est l'écologie vecteur d'inclusion, qui est un sujet d'actualité s'il en est. Et donc je vais appeler à me rejoindre autour de la table Emeline Beaune. Donc, vous êtes conseillère, membre de la commission permanente de la métropole de Lyon en charge de la prévention des déchets et de l'économie circulaire. Installez-vous, vous connaissez mieux l'endroit que moi, je ne sais pas comment il faut. Enora Guérinel, cofondatrice de Ronalpia. Guillaume Poignon, directeur de l'atelier Emmaüs. Sina Safadi, ingénieur d'études à l'IFE, il faut que je mette mes lunettes là parce que IFE-ENS de Lyon. Vous êtes chargé de la coordination du projet de recherche collaborative, prospective et citoyenneté. Et Hervé Simon, directeur général adjoint du pôle promotion d'ICAD, en charge des régions. Bienvenue. Alors, il y a deux, c'est les femmes face aux hommes là. Voilà. Ah bah, si vous voulez, bon. C'est pas bien grave. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on ait autant de femmes que d'hommes, si je peux me permettre. Alors, le fait est que quand nous avons élaboré le programme de cette matinée avec l'équipe de Lyon, l'affaire des Gilets jaunes n'avait pas encore débuté. Mais comme Jean-Christophe Tortora l'a rappelé tout à l'heure, c'est des thématiques dont on sait qu'elles sont chères au cœur des Lyonnais et des dirigeants de la métropole. Néanmoins, ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que précisément, il y avait un risque croissant d'opposer écologie et sociale, et que la façon, en tout cas, dont les choses ont été perçues ces dernières semaines ont fait qu'on a abouti à cette espèce d'opposition entre fin du mois et fin du monde. Moi, quand j'entends ce slogan, ça me rappelle un slogan qui était très en vogue au moment de la COP21 chez les syndicats, qui était No jobs on a dead planet. Donc effectivement, je sais que ça risque d'être inaudible auprès d'une certaine partie de la population aujourd'hui, mais quand on en sera à la fin du monde, il n'y aura plus vraiment de fin du mois possible. Donc après, toute l'idée, effectivement, c'est d'essayer de concilier les deux, de démontrer, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire lors de cette table ronde, de démontrer en quoi précisément le souci de l'écologie et de tout ce qui peut être durable sur un plan environnemental est finalement aussi quelque chose de positif d'un point de vue social et peut même être un facteur d'inclusion. Alors, ce que je vous propose peut-être pour gagner du temps et laisser plus de place au débat proprement parlé, c'est de vous présenter votre structure rapidement quand je vous donnerai la parole pour la première fois, plutôt que de faire un premier tour de table. En plus, je pense que vous êtes relativement connu localement. Moi, je ne vous connais pas forcément très bien, mais on s'est un petit peu parlé pour préparer cette table ronde. Alors, je vais commencer avec vous, Guillaume Poignon, parce qu'effectivement, quand on parle d'inclusion, parmi les gens autour de la table ce matin, c'est sûr que Emmaüs est celui qui vient le plus immédiatement à l'esprit. Et par ailleurs, ça fait longtemps que les services à l'environnement représentent une partie non négligeable des emplois de réinsertion. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu s'accentuer, évoluer, à la fois sur un plan quantitatif, mais peut-être aussi qualitatif ces dernières années ? Très bien, merci. Je suis Guillaume Poignon. Je dirige une menuiserie et école récemment installée dans l'ouest de Lyon, qui s'appelle l'atelier Emmaüs. Et on a deux particularités. Les personnes qui fabriquent chez nous des meubles et des agencements sont des personnes qui sont là pour apprendre, qui sont issues de structures d'action sociale, qui sont accueillies dans des structures d'action sociale comme des CADA, des chantiers d'insertion, des communautés Emmaüs. Et la deuxième particularité, c'est que tant que possible, on travaille avec de la matière qui, sans notre intervention, serait jetée. Donc on combine là vraiment ces deux aspects d'inclusion et d'écologie. Matériaux de récupération. Matériaux de récupération. Concernant votre question sur l'évolution des services à l'environnement dans le monde d'Emmaüs. Déjà, est-ce que vous avez une idée de la proportion des emplois de réinsertion qui sont représentés par des
vraiment assez directement des services liés à l'environnement? Ou est-ce que c'est compliqué de faire un distinguo On a plusieurs milliers d'emplois en insertion et d'accueil communautaire à Emmaüs. Je ne saurais pas vous dire lesquels sont directement concernés par des activités économiques liées à l'environnement. En tout cas, c'est une grande partie, c'est une majeure partie de ces plusieurs milliers, de ces 4000 compagnons et salariés en insertion. Sur l'historique, c'est intéressant de se repencher sur la jeunesse de ce vieux mouvement qui est Emmaüs, qui est né en 1949. Et à l'époque, les chiffonniers ont récupéré ce qu'ils pouvaient parce que c'était par défaut le secteur économique dans lequel il y avait de la marge pour subsister. Depuis, l'écologie, l'économie circulaire a bien évolué et parce qu'ayant eu cette place de pionnier de l'économie circulaire, Emmaüs a été invité dans la structuration nationale des grandes filières que sont les filières environnementales. Je pense à la filière des meubles, des déchets électroniques, du textile. Et ça s'est structuré de façon nationale et industrielle. Emmaüs a eu une belle place, notamment dans la filière textile d'ailleurs. Donc c'est intéressant de remarquer que les chiffonniers sont devenus les principaux acteurs de la filière textile en France sur l'économie circulaire et le réemploi. Ceci étant dit, moi je poserais quand même un enjeu assez important, c'est que cette structuration industrielle de la filière, elle a induit dans Emmaüs une simplification du travail qui aujourd'hui s'entrechoque avec notre nécessité d'accueillir des personnes dans leur diversité. Je m'explique un tout petit peu. Le fait d'être confronté à des enjeux nationaux de traitement de beaucoup de volumes de déchets ou d'objets à remettre dans le circuit a progressivement gommé des activités émaüsiennes historiques d'artisanat. Plus manuelles. Ouais. Plus manuelles, voilà. Et donc l'enjeu aujourd'hui dans Emmaüs, c'est de rééquilibrer et de faire renaître ou de faire redémarrer ces activités artisanales qui sont en fait, tout simplement, si on veut les résumer en termes d'économie circulaire, des boucles plus petites d'économie circulaire, plus locales, plus intensive en travail, 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 inspiration en travail, plus même. Enfin, je ne sais pas si vous le mesurez vous dans les activités d'Emmaüs, mais on voit ça quand même émerger de manière assez forte. Est-ce que c'est encore suffisant pour oui, vous voulez réagir peut-être? Non mais enfin. Je pense que Emmaüs, comme d'autres... donc je suis Emeline Baume, l'élue qui s'occupe d'économie circulaire et de prévention des déchets pour le territoire de la métropole et qui anime la démarche territoire zéro déchet, zéro gaspillage pour le territoire. Donc pas uniquement centré sur la collectivité territoriale métropole. Donc je réagissais à l'heure actuelle... on est dans une on va faire très simple. On est dans une période où tendanciellement, la plupart d'entre nous allons consommer pour pratiquer le don contre don à la période de fin d'année. Sur l'agglo lyonnaise, je vais donner un exemple qui n'est pas l'exemple d'Emmaüs, mais il y a une sorte de tiers-lieu qui a ouvert et qui vend, mais si vous êtes partenaire d'ailleurs, le plateau circulaire, qui vend des objets surcyclés, de seconde main, redesignés, etc., qui s'est situé volontairement dans le 2e arrondissement, enfin sur un axe très passant, très visible. Je disais en aparté, je citais une grande marque, force est de constater que quand même le consommateur qui va se situer plutôt, qui va chez Ikea, va moins sur le plateau circulaire. Voilà, c'était juste pour dire ça. Qu'il y a une offre des points de vente de façon pratico-pratique, des organisations de l'ESS qui ont ce type de démarche comme Emmaüs, qui est un acteur historique. Mais il faudrait qu'on en ait encore plus dans des lieux de haute fréquentation et pas uniquement. Emmaüs a aussi, c'est pas le propos de cette table ronde, mais initier une démarche sur plateforme numérique qui fonctionne bien aussi, en se disant que justement, finalement, pour entre guillemets, concurrencer par exemple Le Bon Coin, pourquoi ne pas se mettre sur ce support-là pour drainer plus de flux et faire circuler plus de matières et de produits. Voilà, c'était ma réaction. Mais les mêmes personnes peuvent aller à la fois chez Ikea, peut-être au plateau circulaire, non? Vous ne croyez pas? Non. Je pense que ce ne sont pas les mêmes cibles. Malheureusement, je pense que ce qu'on observe quand on regarde les enquêtes, alors c'est monsieur peut-être plus à l'aise sur cette question, mais sociologique, on reste quand même sur un type de personnes
engagés, soit, c'est exactement le sujet là, soit engagés sur des questions plutôt d'insertion sociale, qui ont ce souci. On a énormément, enfin, on est un territoire de forte culture protestante et catholique ici, avec des réseaux qui se sont organisés. Donc voilà. Soit on a affaire à une, entre guillemets, je mets bien des guillemets, génération climat, qui, elle, souhaite consommer uniquement d'occasion, uniquement local, pour ce qui est de l'alimentaire uniquement de saison, et pousser cette offre alternative-là de consommation responsable et locale, qui accompagne soit des emplois en insertion, soit des emplois pour n'importe qui, des activités, y compris des activités non économiques dites de lien social. Oui, vous vouliez répondre. Pour compléter sur ce qu'a dit Emeline sur la consommation, je pense que c'est intéressant de regarder d'autres pans qui sont par exemple la prévention des déchets. Ikea ne fait pas de prévention de déchets, enfin assez peu. Ikea prend cher ce matin. Voilà, non, mais... alors que vous êtes au courant qu'ils ont commencé à faire justement des meubles d'occasion. Excusez-moi, c'est la première marque qui m'est venue à l'esprit. Non, mais en même temps, une grande marque où il y a du monde à la période des fêtes, on l'avait comprise avant même que vous la citiez, je crois. Sur la prévention, juste pour terminer sur cet enjeu que je vois de boucler de façon plus courte les boucles d'économie circulaire, dans les structures d'inclusion ou d'insertion par l'activité économique, on a une vraie force, c'est qu'on est des professionnels du cas par cas, des professionnels du cas particulier et de l'humain dans son cas particulier, dans sa fragilité. Et on se rend compte que cette capacité qu'on a à faire du cas par cas, elle est bien utile quand il s'agit d'aller à la rencontre des habitants dans un quartier HLM pour s'intéresser aux encombrants et éventuellement créer des boucles d'économie circulaire à l'échelle d'une barre d'immeuble, d'un pâté de maison, parce qu'on retrouve sur le terrain les fragilités ou le caractère tout simplement humain des personnes qu'on est habitué à traiter, et ça depuis 70 ans. Et je ne pense pas que je l'ai cité en toute bienveillance, ni Ikea, ni Veolia, ni les grands acteurs du déchet ou de la prévention de déchets, cette finesse d'approche sur alors là, c'est même plus sur les territoires, c'est sur les micro-territoires. Mais néanmoins, effectivement, il me semble me souvenir que Veolia, en l'occurrence, et probablement Suez également, ont des activités d'emploi de réinsertion. Bien sûr. Oui, c'est extrêmement complémentaire. Pour compléter, je vais donner un exemple très précis. Les bailleurs sociaux de l'agglomération, pour certains, entre autres un qui s'appelle S-Métropole Habitat, qui travaille beaucoup sur les questions d'innovation sociale, même énormément, propose à ses habitants en toute proximité ce qu'on peut appeler des déchetteries, mais en pied d'immeuble, donc de la récupération d'encombrants. Et il se trouve que Veolia est associé, si je ne me trompe pas d'opérateur, mais il me semble que c'est ça, Veolia est associé pour venir récupérer, entre autres, les plastiques durs, c'est-à-dire des choses qu'on ne met pas au jour d'aujourd'hui dans notre bac de tri. Donc on a des opérateurs du déchet qui savent être complémentaires de démarches très singulières, voilà, très adaptées, portées par exemple par un bailleur, et lequel bailleur est allé chercher ce qu'on appelle les REP, donc écomobilier, écosystème et tous les autres, pour pouvoir venir récupérer ces encombrants pour qu'ils ne partent pas en enfouissement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Sina Safadi, est-ce que... gardez le micro, oui. Bon, je crois qu'il y a assez de micros pour tout le monde, en principe. Est-ce que vous pouvez nous exposer en quelques mots l'objet de vos travaux et Bien sûr. Non, alors, vous avez, je vais faire un pas de côté pour le coup. Faites un pas de côté. Allons-y. Donc moi, je coordonne un projet de recherche collaborative au sein de l'IFE, l'Institut français d'éducation, qui est rattaché à l'ENS de Lyon. Donc le travail que je coordonne travaille pour l'élaboration de situations d'apprentissage qui permettent aux élèves d'appréhender la complexité d'un territoire et d'en envisager les avenirs possibles. L'idée étant de mettre les élèves dans une démarche de pédagogie active en direction de leur territoire, non seulement pour acquérir des connaissances en sciences territoriales,
mais également considérer que les maîtres, les rendre acteurs et auteurs de leur apprentissage, c'est l'occasion d'aller vers une pédagogie citoyenne. Alors, c'est un projet qui a un peu émergé en 2014 sur l'Académie de Lille, qui réfléchissait à une manière de repenser l'enseignement de la géographie, c'est-à-dire ne plus passer, je vais être très caricatural, par les cartes et dessiner des cartes pour décrire un territoire, mais de mettre les élèves dans une situation où ils sont amenés à enquêter sur leur territoire. Alors nous, on a choisi de les faire enquêter sur leur territoire proche pour qu'ils détectent des enjeux spatiaux, des enjeux de leur territoire et qui soient... Alors, l'idée, c'était de leur permettre de se réinscrire sur leur territoire en comprenant qu'ils participaient par leur pratique quotidienne et ordinaire à la fabrique du territoire. Et en les inscrivant et en les mettant dans une démarche d'enquête, l'idée était de les amener à écouter et à comprendre la pluralité des acteurs qui cohabitent sur un même territoire. Concrètement, il y a 8 établissements, et je m'arrête là. Je vous en prie. Il y a 7 établissements qui vont du primaire au supérieur, et on a choisi de travailler sur des territoires qui soient, alors pas seulement des territoires de la politique de la ville, pour schématiser. Donc c'est Vénissieux, Vaud, Lyon, Villeurbanne. Et en fait, je l'aborderai par la suite, mais alors l'enjeu écologique là-dedans, c'est quand je dis la pluralité des acteurs, d'amener les apprenants à écouter la pluralité des acteurs qui composent le territoire, c'est aussi réfléchir à la nature des agissants. Par agissant, je veux dire opérateurs du territoire qui peuvent être humains et non humains. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour nous autres qui ne sommes pas aussi pointus? Oui. Le non-humain, c'est les arbres, c'est la faune, la flore, c'est la prise en compte c'est les autres êtres vivants. Moi, je sais parce qu'on s'est parlé, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Oui, pardon, j'avais posé la question quand on s'était parlé. En plus, vous m'aviez... Non, c'est pas grave. Non, mais l'idée, c'est aussi d'apprendre à donner une place à des gens qui n'appartiennent... Alors, il y a 2 niveaux de communauté politique, mais c'est comment on fait pour prendre en compte des gens qui ne parlent pas, mais qui participent à la fabrique du territoire. Comme les arbres. Il paraît et qu'ils qui parlent sont en indispensables, plus qui participent pleinement à la fabrique et à la construction du territoire dans lequel on vit. Et donc, en fait, c'est venir questionner cette dichotomie nature-culture, en créant, on essaye d'avoir des ateliers qui viennent questionner ces frontières-là pour permettre, c'est ça, c'est la grande question, c'est comment on apprend à écouter. Souvent, quand on travaille sur la citoyenneté, on travaille sur la capacité à s'exprimer. Là, et ça vient questionner en fait chacun en nous-mêmes, les plus grands orateurs comme ceux qui sont très timides. À se questionner sur la capacité d'écoute et d'écoute de différents acteurs qui composent le territoire, à la fois des humains, donc là on est dans la question d'inclusion, à la fois des non-humains, donc tout ce qui est faune et flore. Et là on est dans la question de l'écologie. Là on est dans la question de l'écologie. On y reviendra effectivement au rôle que peut jouer l'écologie dans vos travaux, de manière plus précise. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Simon, puisque vous représentez le monde de l'entreprise autour de la table. Qu'est-ce que l'entreprise en général peut faire en matière d'inclusion liée à l'écologie? Et est-ce que vous-même, ICAD, vous avez certains types de métiers qui peuvent représenter des opportunités pour des populations qui sont, comme on dit, à la base éloignées de l'emploi? Oui. Bonjour. Donc Hervé Simon, effectivement, l'ICAD. l'ICAD, c'est un promoteur. Donc on est un des promoteurs nationaux qui travaille sur toutes les métropoles.
peut-être dresser le constat sur la métropole de Lyon, c'est qu'on réalise en moyenne 6 000 logements par an dans le neuf, puisque je suis aussi président de la fédération, qui me permet d'avoir une vision un peu globale. Parfait, profitez de cette vision globale. Voilà, du marché immobilier. C'est à peu près 15 000 emplois. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que dans notre production, on a un tiers qui correspond à du logement social, donc ce qui correspond pour les bailleurs pratiquement la moitié de leur parc. Que nos entreprises qui interviennent sur les chantiers ont du mal à recruter des ouvriers. Donc, pourquoi vous avez du mal à trouver des gens suffisamment qualifiés, ou vous avez du mal à trouver des gens tout court? Non, je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, parce que ces métiers ont été dévalorisés, qui font qu'aujourd'hui, vous le savez bien, sur nos chantiers, vous avez en moyenne 20 nationalités différentes qui travaillent, avec des déficits d'encadrement aussi. Donc c'est vraiment toute la filière qui a repensé. Donc ce premier constat, pour moi en tant que ICAD et président de fédération, c'est une évidence qu'on doit participer à l'insertion, à favoriser un territoire d'insertion dans notre production. Alors, vous avez des actions vraiment dédiées explicitement à ce genre de choses, à l'intégration de populations très diverses? Déjà, nous avons pris des engagements. Alors ICAD, au terme de ses engagements RSE, consacre sur tous les chantiers tertiaires entre 5 et 10% des heures à de l'insertion professionnelle. Et sur les plus grosses opérations de résidentiel, même chose, on consacre entre 5 et 10% de nos heures travaillées. On demande aux entreprises qui interviennent sur les chantiers de consacrer 5 à 10% des heures sur l'insertion professionnelle. On s'aperçoit que beaucoup d'entreprises savent gérer, entre guillemets, cette contrainte, mais qu'on a quand même tout un autre tissu d'entreprises qui ont du mal avec ce public, voilà, et qu'il doit y avoir une interface entre des associations qui savent gérer ce public et les entreprises. Et constat fait que si l'objectif il est d'insérer un certain nombre de populations, très peu s'insèrent en finale dans ces métiers de l'immobilier et du bâtiment. Donc il y a une interface entre les entreprises de bâtiment et ce public qui n'est pas opérante systématiquement, en tout cas pas suffisamment efficace. Merci pour ce témoignage. Alors, Emeline Baume, vous avez déjà pris la parole, mais je vous la redonne néanmoins. Par rapport aux actions des villes, toutes les actions des villes, notamment celles que vous menez, mais d'autres également, par souci du respect de l'environnement, est-ce que ce sont des opérations également susceptibles de créer de l'emploi ou de faire accéder des populations plus défavorisées à des services s'opère le lien inclusion-écologie? Oui, alors sur la stricte question environnementale, je pense que, j'espère que tout le monde le sait, mais que la sphère publique a eu une arme massive très efficace qu'on appelle la commande publique. Et avec la commande publique, on peut décider, c'est ce que disait monsieur aussi, d'avoir des marchés avec des clauses d'insertion ou des marchés dédiés à insertion, pour être très pratico-pratique, donc pour la métropole de Lyon. Moi, je suis en charge, entre autres, de la prévention des déchets. La prévention des déchets, c'est comment on réduit les déchets. Une des actions, c'est d'accompagner tous les habitants qui ont envie de composter, de valoriser au plus proche de chez eux leurs biodéchets. Et l'ensemble des composteurs du territoire sont fabriqués par une structure d'insertion, parce que j'ai souhaité, en tant qu'élu, et notre président en était d'accord, que ce soit un marché d'insertion. Donc la réponse, c'est oui. En fait, quand il y a la volonté politique, on peut tout à fait dédier de la commande publique à des organisations de l'ESS qui accompagnent une diversité de populations, parce qu'il y a plusieurs stades dans les structures d'insertion par l'activité économique. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que la plupart des collectivités, plutôt dans leur politique publique développement économique, elles ont aussi la question du développement des activités économiques liées à tous les services environnementaux au sens très large du terme, énergie, déchets, alimentation, logement, même réhabilitation thermique, etc.
Et là, on est un territoire, mais je pense que ça existe sur d'autres territoires, qui a fait le choix de créer des emplois, en fait, des postes qu'on appelle, alors moi je dis agents de liaison, mais c'est pas du tout ça, les clés, je sais jamais ce que ça veut dire, mais c'est des gens en fait qui sont dans les territoires et qui essayent en fait de faire ce que pointait monsieur, c'est-à-dire de pointer toute l'offre qu'il y a dans le privé qui ne trouve pas de solution, de demande, et tous les besoins identifiés par, pour faire très très simple, les travailleurs sociaux. Je fais très très simple. Voilà, donc pour faire connecter en fait ces deux aspects-là. Le troisième parti pris du territoire, ça c'est le petit clin d'œil pour Enora, c'est de dire, c'est le chapeau global innovation sociale. C'est de dire, force est de constater que et les politiques publiques et le marché, on n'arrive pas à répondre à tous les besoins essentiels du territoire. Et à la limite, c'est tant mieux, parce que ça permet à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire de se positionner, comme c'est inscrit dans la loi Hamon, sur une réponse à ces besoins peu ou mal couverts sur le territoire. Et là, on retrouve tous les incubateurs de l'ESS qui accélèrent des envies d'agir d'hommes et de femmes qui peuvent avoir des vraies bonnes idées de bon sens, mais qui doivent, comme on dit dans le jargon, trouver leur modèle économique, ou qui doivent faire une preuve de concept sur le territoire avec un petit coup de pouce. Et c'est ce que je porte avec mon autre casquette, la casquette économie circulaire. Là, dans ce petit guide, vous avez 47 projets d'organisation d'hommes et de femmes qui trouvent des solutions sur la question des biodéchets, sur la question de la réparation, sur la question de la remise à disposition de matériel qui favorise l'autonomie des personnes seniors. Mais qui sont ces hommes et ces femmes? Et plein d'organisations. Enfin, je citerai Autour des Airs, qui est une ressourcerie qui va arriver sur le territoire et qui s'est spécialisée dans le jardinage et les objets d'extérieur, donc plutôt qui se tourne vers les clients, parce que c'est notre cas aussi sur le territoire, les hommes et les femmes qui vivent plutôt en habitat pavillonnaire. C'est le cas d'une grande partie de l'Est lyonnais et de l'Ouest lyonnais. On retrouve les Détritivores, qui est une structure qui s'est adossée à territoire zéro chômeur, donc à Villeurbanne, qui est dans cette démarche d'inclusion sociale, mais aussi de proposer des activités intenses en emploi, ce qui est le cas de l'activité compostage des déchets issus des cantines, pour faire très simple. On retrouve Envie Autonomie. Envie, c'est un groupe, une structure que la plupart des gens connaissent quand même, mais qu'on connaît plutôt sur leur activité réparation d'électroménager, et qui a lancé un pilote à Angers qu'on duplique ici, qui est la remise en circulation de supports techniques qui favorisent l'autonomie. Je pense qu'au regard du vieillissement de la population, ça semble juste hyper de bon sens de dire mais oui, on ne va pas acheter du neuf et puis tout le monde va stocker dans sa cave, tout le monde n'a pas une cave. Enfin voilà, c'est juste du bon sens. Ça favorise de l'activité de maintenance électrique, électronique, pour des hommes et des femmes en insertion qui derrière vont forcément trouver du travail parce que ces compétences-là, elles sont demandées ailleurs. Je suis trop longue, excusez-moi. Et donc ça, vous le trouvez sur le site de la métropole, le guide des acteurs de l'économie circulaire. L'employabilité en fait des personnes en question. Alors précisément, Enora, je crois qu'on vous a tendu une belle perche là. Alors présenter peut-être brièvement Ronalpia, je pense que encore une fois c'est très connu dans cette salle, et surtout expliquez-nous en quoi l'environnement, on va dire au sens large, est un sujet qui suscite l'innovation chez les porteurs de projets que vous accueillez. Bonjour à tous, merci Emeline pour la présentation. Du coup, Ronalpia, nous, notre métier, c'est effectivement d'accompagner ces hommes, ces femmes, quel que soit leur âge et leurs compétences, dans la création ou le développement d'entreprises sociales, d'entreprises qui créent une valeur économique, mais surtout des entreprises qui créent de la valeur sociale et environnementale sur le territoire, puisqu'on voit qu'effectivement, malgré les actions des collectivités et des entreprises, il y a des besoins en termes de précarité énergétique, en termes de réemploi, en termes d'éducation à l'environnement qui sont aujourd'hui peu ou pas couverts selon les territoires. Et donc notre action, c'est de mettre autour d'eux toutes les conditions pour réussir du conseil, des réseaux, de l'accompagnement pour maximiser leur impact sur le territoire. Et donc effectivement, on voit aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire, elle n'est pas que investie d'entreprises qui œuvrent pour réduire la grande précarité ou favoriser
le développement de services pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi beaucoup d'entreprises, d'associations qui vont développer des services de réemploi. On parlait du bâtiment. Le bâtiment, c'est un secteur qui crée beaucoup de déchets. C'est le premier secteur créateur de déchets. Aujourd'hui, on a sur le territoire de Lyon une plateforme qui s'appelle Mineca, dont l'objectif est de revaloriser justement et de donner une seconde vie à ces matériaux-là. On a aussi des activités qu'on accompagne sur les biodéchets. Comment est-ce qu'en ville, on arrive à recycler, à créer des petites capsules de recyclage à travers un projet qui s'appelle Oui Compost. Mais c'est aussi donc ça peut être des approches qu'on accompagne très territoriales finalement, mais aussi systémiques, puisque aujourd'hui on sait que l'alimentation pèse sur le poids de l'environnement. Donc on peut aussi accompagner des entreprises qui innovent pour réduire le poids de l'alimentation ou pour aussi permettre aux citoyens de réinvestir leur pouvoir d'achat, leur pouvoir en termes d'énergie. Et donc c'est toutes ces actions qu'on accompagne et qu'on voit de plus en plus émerger et qui permettent de redonner à chacun d'entre eux son pouvoir d'agir, son pouvoir de consommer, que ce soit sur l'alimentation, sur son logement ou sur son énergie. Ronalpia, à quel âge aujourd'hui ? Ronalpia, on a 5 ans. Et donc, vous êtes encore très jeune. On est encore jeune. Ouais. Et les entreprises qu'on accompagne sont encore jeunes, mais c'est tout l'enjeu en fait aussi de créer de la porosité entre ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un pied dans la collectivité, un pied dans l'entreprise, et de pouvoir créer ces ponts et ces passerelles pour mettre en place des synergies qui œuvrent pour une économie qui est plus sobre, plus circulaire, plus qualitative et plus résiliente. Et donc notre métier, c'est aussi de pouvoir favoriser la création de cette richesse parmi tous ces acteurs-là. Et est-ce que les porteurs de projets, dont le projet a un lien avec l'environnement, trouvent plus facilement leur modèle économique que d'autres, ou est-ce que c'est égal en fait ? Est-ce que vous manquez peut-être encore un peu de recul depuis 5 ans pour faire un comparatif en fait ? Tout dépend, mais je dirais que sur les modèles économiques des entreprises sociales, c'est un peu du jargon, mais sont souvent assez longs à mettre en place et souvent hybrides. Donc il y a toujours une partie marchande et puis une partie aussi d'appui de la collectivité, de soutien public, qui est assez essentiel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est des enjeux qui demain sont créateurs d'emplois et donc c'est des modèles qui prennent toute leur puissance 2-3 ans après de leur création. Donc c'est des modèles qui ont aussi besoin finalement d'amorçage, de la commande publique qui facilite la création d'un premier chiffre d'affaires, d'une passerelle avec des bailleurs qui expérimentent des nouvelles façons et des nouveaux services pour leurs habitants. Et en fait, toutes ces petites capsules d'expérimentation, elles sont précieuses, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour permettre à ces entrepreneurs de trouver leur marché et de mettre en place leur modèle économique. Merci Enora. Guillaume Poignon, je repasse la parole. Je voudrais aborder un sujet qui est peut-être un peu délicat, mais certes, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, une grosse partie des emplois de réinsertion sont d'une façon ou d'une autre liés à l'environnement. Mais est-ce que pour autant, les personnes en question se soucient vraiment d'environnement, ou est-ce qu'ils ont d'autres priorités ? On revient un peu à l'histoire de la fin du mois et de la fin du monde, d'une certaine façon. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui les motive viscéralement, ou est-ce que il se trouve que c'est des emplois liés à l'environnement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Très bien. Je vais répondre en 2 fois. En fait, à l'atelier Emmaüs, c'est intéressant. On a une vie de petite start-up sociale, et puis on prend des pauses déjeuner tous ensemble, et à la fin de la pause déjeuner, souvent, il faut trier les quelques déchets quand on a bu une canette ou quand on a utilisé un emballage en carton. Et c'est un bon exemple c'est assez significatif ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que toute la journée, on fait des meubles en bois de récup, et à la pause midi, en fait, on se rend compte que tout le monde ne sait pas mettre une canette en alu dans le bac jaune.
Et ben ça, c'est donc ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire que les personnes qu'on accueille. Non, il y a une différence entre ils savent pas où la mettre ou ça leur est totalement égal de savoir ce qu'elle va devenir. J'ai pas analysé jusque-là. En tout cas, ils le font pas. Voilà. En tout cas, ils le font pas, mais c'est une formidable occasion pour nous de faire de la sensibilisation sur ce terrain-là aussi. Donc ça répond à votre question. C'est ma première partie de réponse, c'est-à-dire que nous, équipe encadrante, on vit avec ces sujets et nos publics un peu moins. Ceci étant dit, sur le reste de la journée, mais est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que du coup, effectivement, vous en déduisez pas qu'il y a un déficit de pédagogie et de sensibilisation de votre part, puisque pas vous personnellement, de la part de l'encadrement, vous avez quand même une population un peu captive, là, vous pourriez... pas si captif que ça, parce qu'il reste 30 jours chez nous, on est des parcours assez... en 30 jours pour leur apprendre. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que donc il y a le temps de la pause midi avec les déchets qu'on peut générer là, et puis c'est les mêmes déchets qu'on a chez soi d'ailleurs. Donc j'ai fait ma première réponse, mais par contre sur tout le temps d'activité, où on fabrique des meubles en matière en bois qui sans notre intervention serait jeté, là il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et qui joue sur l'inclusion et qui joue sur notre impact social. C'est-à-dire que les artisans apprenants chez nous à l'atelier Emmaüs, ils voient bien que le bois, on va le récupérer dans des filières qu'on a ouvertes nous-mêmes. D'ailleurs, je reviens un peu sur ce qu'Enora disait sur la maturité des entrepreneurs sociaux. Nous, au bout de 3 ans d'existence, on vient tout juste de stabiliser notre filière d'approvisionnement en matière de récupération qui fait intervenir un gros industriel français et européen et une entreprise familiale de l'Est de Lyon. Donc nos artisans apprenants voient bien qu'on récupère de la matière dans des endroits où on va la chercher là où personne ne va la chercher, et ils sont fiers de ça. Et quand ils fabriquent, on aurait pu faire cette belle table de conseil, on aurait pu faire des assises, des choses comme ça avec cette matière-là. Quand ils fabriquent des objets qui sont en plus beaux parce qu'ils sont dessinés par des designers et qu'on fait attention à ça, et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait ça avec leurs mains déjà, et avec de la matière dont personne ne voulait, là ça développe un sentiment de fierté qui sert à l'inclusion. Donc en fait, ils ne sont pas sensibles à la canette en alu. Par contre, ils sont super sensibles au fait que oui, on a pris du bois dont personne ne voulait, qui était en train de pourrir sur une palette et dont la destination était la poubelle, et on en a fait un objet qui va être utile, qui est beau, et qu'on va même vendre, on va transformer ça en argent. Donc en fait, la conversion matière sauvée de la benne argent, c'est quelque chose qui parle très très vite et qui fait comprendre à ces publics-là la force de l'écologie et qui sert nos projets d'inclusion. Merci. Sina Safadi, alors, comment est-ce que vous réussissez, vous nous avez décrit tout à l'heure la diversité en fait, des apprenants que vous réunissez sur un territoire. Comment justement vous réussissez à les faire travailler ensemble et en quoi l'écologie peut aider à ça ? Alors, en fait, l'écologie, je crois que c'est un questionnement qu'on retrouve un peu chez toutes les classes d'âge auxquelles on est confronté. Enfin, il y a une inquiétude en fait. C'est plus qu'un souci, il y a une inquiétude par rapport à l'avenir qui est assez partagée. Alors, c'est plus présent pour les élèves ingénieurs de l'INSA, parce qu'on travaille notamment avec l'INSA, qui viennent même questionner en fait leurs pratiques et qui parfois décident de faire des conversions professionnelles en tant qu'ingénieurs, qui finissent leurs études et qui finalement décident de faire complètement autre chose parce qu'ils ne se retrouvent pas professionnellement dans le modèle économique qui leur est proposé. Et qui peuvent, on a plusieurs exemples de gens qui décident de suivre une formation de boulanger, qui font complètement autre chose. Donc, je pense que le souci, il est assez... combien de boulangers on va se retrouver, parce qu'à chaque fois que quelqu'un je donne un autre réoriente, exemple. Non, mais vous n'êtes pas le seul, c'est toujours boulanger. Ouais, on doit avoir beaucoup de besoins de boulangers. Non, mais c'est possible. Bon, je pense que cette inquiétude-là, elle est vraiment très présente. Et, je pense que c'est d'ailleurs un sentiment qui est assez partagé, même dans les termes qu'on emploie ici quand on parle de
Enfin, la question de fin du monde, c'est quand même, je veux dire, Non, ça vient laisse du pas tout, trop c'est la juste place. fin du monde. Ça laisse pas trop la place à de l'espérance. Maintenant, en fait, encore une fois, je fais mon pas de côté. La question, c'est aussi comment on rend. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est comment on rend audible des acteurs qu'on n'intègre pas comme des personnes qui participent à la fabrique du territoire. Comment on fait pour écouter les oiseaux, les arbres, les animaux avec lesquels on cohabite sur un même territoire. Donc, pour ça, on a développé des outils. Alors, on tâtonne, hein, c'est un projet de recherche, on est hésitant. Là, je fais comme si tout était clair, mais pas du tout. On a essayé d'utiliser... Alors, dans ce projet de recherche, on a des chercheurs, des enseignants, mais aussi des professionnels de l'urbain. Donc, un maquettiste, un architecte, une association, les Robins des Villes, et je crois que c'est tout. Et en fait, on a essayé d'utiliser des outils que les professionnels utilisent, qu'on mobilise en classe. Donc là, en l'occurrence, c'est SketchUp. Donc c'est utilisé par des professionnels, par des architectes. Et on essaye de les didactiser pour que les élèves puissent exprimer leur territoire à partir de ces outils-là. Donc c'est une maquette en 3 dimensions du territoire qui permet de faire la part aussi à la subjectivité. Et les élèves, c'est-à-dire, par exemple, assumer le fait que ne pas avoir une vision trop zénitale du territoire, mais assumer aussi la vision des élèves qui préfèrent aller à certains endroits, qui ont peur de d'autres parce qu'ils sont mal fréquentés, des endroits. Donc du coup, ça veut dire concrètement agrandir des bâtiments sur la carte. Enfin, c'est très basique. Hein. C'est agrandir. C'est comme les cartes du monde anciennes là, selon qui les avait dessinées, il y avait des des parties plus ou moins grandes. C'est ça. Et centrales. Exactement. Ouais. Et en fait, alors là, on aimerait aussi faire la part. En fait, on cherche des objets de dialogue. Honnêtement, c'est ça. J'allais vous dire, quel est l'objet final en fait de vos travaux? Alors, quel est le but? Le but, c'est changer le monde. Non. Bon, par quelle étape? Alors, non, je plaisante. Le but, c'est avant la fin, effectivement. D'amener les élèves à avoir conscience qu'ils sont des sujets politiques et que, de fait, ils participent à la vie ordinaire, ils participent à leur pratique à construire le territoire dans lequel ils vivent. C'est ça l'objectif, c'est de, en fait, sortir d'une définition très normée de la citoyenneté, et ça rejoint en fait toutes les questions d'inclusion et d'environnement, où on définit a priori ce qu'est une bonne citoyenneté, pour laisser la place à la pluralité des manières d'être au territoire, d'être présent au monde en fait, en leur faisant prendre conscience du fait qu'en étant présent au monde, ils participent à le construire, les amener à écouter les autres et à essayer de composer et à dire qu'ils peuvent aussi participer à la fabrication du territoire à venir. Du coup, une des choses qu'on essaye aussi de faire, donc c'est sur le territoire métropolitain, c'est aussi, alors là on était sur la dimension écologique, mais il y a aussi une dimension de faire se déplacer les élèves dans différents territoires. Et on a par exemple, on a fait construire un parcours urbain par des élèves de la Croix-Rousse, pour qu'ils fassent, en sachant qu'ils allaient faire visiter leur territoire à des élèves de Vénissieux. Et là, cette année, donc là c'était la première année, cette année on va essayer de faire dans les deux sens, pour qu'ils apprennent à découvrir le territoire métropolitain, des territoires dans lesquels ils ne vont pas forcément, et aussi poser la question des centralités. Parce que naturellement, des enseignants vont nous dire, mais pour les élèves de Vénissieux, ils restent tout le temps à Vénissieux et ils sont très fermés et ils restent dans leur monde. Mais en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que nous-mêmes, on considère Vénissieux, le centre-ville de Vénissieux, comme un endroit où être? Est-ce qu'on le considère comme un endroit central? Et
du coup, c'est aussi, en fait, ça vient questionner un ensemble d'acteurs. Ça vient questionner les élèves, les enseignants, mais aussi les différents partenaires avec lesquels on travaille. Et en fait, la question du territoire métropolitain, elle va aussi sur les territoires de faible densité. Du coup, on rentre aussi en relation avec des établissements d'autres territoires pour essayer de multiplier ce type d'échanges. Et alors, ça pose des questions qui sont liées à l'alimentation, aux déchets, à comment on peut permettre des circulations au déplacement, oui, au déplacement, à la mobilité. Et enfin, je m'arrête pas sinon. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent entre les jeunes des deux? Là, par exemple, vous parliez de la Croix-Rousse et de Vénissieux. Est-ce qu'il y a des liens? Alors, est-ce qu'ils échangent réellement entre eux? Alors, c'est une des choses vers lesquelles on aimerait aller, parce que une des particularités de ce travail, c'est de sortir l'enseignement de la démarche prospective de la géographie, mais aussi, par exemple, en français, pourquoi pas faire des correspondances entre des élèves de, je sais pas, d'Artemar et de la Croix-Rousse. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas gardé des contacts. Mais quand ils ont réalisé leur balade urbaine, ce qui était très intéressant, c'est que les enfants de la Croix-Rousse disaient « Mais pourquoi nous, on ne va pas à Vénissieux voilà. On aimerait regarder aussi ce qui s'y passe. » Et puis, du coup, ils discutaient de... Mais d'ailleurs, je vous retourne la question. Pourquoi vous avez fait ça dans ce sens-là et pas dans l'autre? C'est parce qu'on a... En fait, c'est comme je vous disais, on tâtonne. Ça fait 1 an et du coup, les moyens sont limités. On a construire un parcours urbain réalisé par des élèves, ça demande du temps, des ateliers, c'était une tentative. On a vu que ça marchait. Du coup, on se dit qu'on est capable de le faire aussi pour d'autres établissements. Mais effectivement, c'est quelque chose où on s'est dit, forcément, on s'est dit à quoi on participe quand on fait dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et même si on avait fait que dans l'autre sens, à quoi on participe aussi. Donc là, l'objectif, en fait, on crée des outils pour multiplier ces espaces de dialogue. Merci. Monsieur Simon, je vous redonne la parole. On a surtout parlé d'inclusion jusqu'à présent d'un point de vue plutôt de l'emploi, mais pas vraiment d'un point de vue de la demande et du client, de vos clients en l'occurrence. Est-ce que c'est difficile pour une entreprise comme ICAD de faire en sorte que ces programmes les plus écolos, les plus verts, les plus performants de ce point de vue-là, n'excluent pas, vous avez parlé de logement social, mais est-ce que les logements sociaux, ce sont justement des bâtiments vraiment performants du point de vue énergétique? Et d'une façon générale, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réserver les produits les plus performants d'un point de vue environnemental, je parle, à un public plus nanti et d'en exclure certains types de populations? Comment est-ce que non, vous parce que ça ce que j'évoquais sur la production du logement social réalisé par les promoteurs, c'est dans des programmes de mixité. C'est-à-dire qu'au sein d'un ensemble, il y a une partie qui est dédiée au logement social. Et donc la performance globale... c'est la même pour tous les... C'est la même pour tous les équipements. Par contre, je peux parler d'une expérience que nous avons menée sur la Confluence, puisque nous avons réalisé un îlot à énergie positive. Je rappelle que 2020, tout devrait tendre vers l'énergie positive. C'est demain, 2020. Plus l'impact carbone, si j'ai bien compris en plus. C'est ça. Et qui fait que on a réalisé un ensemble immobilier très performant d'un point de vue consommation énergétique, et qu'on s'est rendu compte que pour aller chercher la performance énergie positive, il fallait qu'il y ait aussi les occupants des logements qui contribuent à une recherche, une démarche environnementale, notamment sur l'énergie. Et donc on a équipé tous les logements de tablettes. C'est pas la première expérience, en tout cas pour nous c'était la première, pour suivre les consommations dans les logements et donc sensibiliser les gens à voir en direct la façon dont ils se comportaient, les consommations, à gérer le logement de manière générale. Donc c'est vrai qu'on a j'ai envie de dire, il y a l'écologie et le numérique qui sont percutés notre production de logement. Si on ne prend pas garde, effectivement, il peut y avoir une fracture numérique et écologique, mais pas territoriale, puisque je parle de logement au sein de la métropole. Oui. Oui. Et donc, et on s'est rendu compte qu'on avait quand même des gros problèmes pour accompagner
des gens notamment sur le logement social. Alors les bailleurs sont très impliqués. On a été jusqu'à inciter les occupants à changer, à renouveler leur matériel électroménager. C'est-à-dire qu'on a donné, entre guillemets, une prime à l'achat pour essayer de faire en sorte que le déménagement est la bonne occasion pour renouveler du matériel qui est classé DE dans la gamme, vers du A et B. On n'a eu aucun succès. Qui fait ça? Vous, ICAD, vous nous, avez proposé ça? Pour accompagner, justement, aller rechercher, on avait poussé l'ambition très, très élevée avec la métropole et la SPL Confluence. On avait mis une ambition très, très élevée. Et donc, ça passera demain, la recherche de performance énergie positive, par l'implication des occupants. C'est une sorte de prime de conversion comme pour la voiture, là. Complètement. Mais vous ont répondu comme pour la voiture. Ils ont pas les moyens, même avec la prime, de s'en racheter. Enfin, ils ont répondu. Voilà, vous vous ont avez pas la répondu, réponse. mais... Je pense qu'effectivement, le reste à charge était encore trop important pour passer à l'acte et inciter au changement. Mais est-ce que peut-être, là encore, il faut mieux expliquer, enfin, je ne sais pas si c'est à vous, ICAD, de le faire directement, mais il y a peut-être quelqu'un au milieu du dispositif qui doit leur démontrer, en fait, je vais parler en jargon, c'est certainement pas comme ça qu'il faut leur parler, mais enfin qu'il y a un temps de retour sur investissement finalement par les économies d'énergie qu'ils vont réaliser, qui vaut quand même le coup. Oui, clairement, parce que si on veut aller chercher effectivement tout l'intérêt de ce qu'on réalise, ça passe par la maîtrise et puis, aussi bien de l'outil numérique, parce qu'on parle des consommations d'énergie, mais il y a plein de choses qui sont connectées. Et voilà. Alors, le deuxième sujet sur lequel je peux témoigner toujours sur la Confluence, c'est la mise en place. Enfin, en tout cas, les promoteurs sont de plus en plus sollicités pour aller proposer du service ou des locaux partagés. C'est-à-dire, en amont, essayer de réfléchir à comment on va favoriser... mutualiser certaines pièces en fait, voilà, des immeubles. Complètement, sans forcément avoir déterminé l'usage au début, mais en tout cas le permettre et de travailler ensuite, aussi bien avec les occupants, c'est assez difficile pour nous, parce qu'on n'est pas rompu à ce genre d'exercice, donc on passe avec des sociétés, des start-up qui commencent à émerger sur la maîtrise d'usage de ces locaux, pour qu'il y ait une bonne appropriation. Et pour raccrocher à notre sujet d'écologie, j'ai envie de parler des jardins partagés, parce qu'on commence à réimplanter de plus en plus des petites unités foncières, parce qu'on en a en ville, qui permettent de faire travailler tous les occupants d'un quartier, d'un immeuble, ensemble. Et puis, généralement, c'est les publics qui relèvent du logement social, mais pas que, mais ça crée un vrai lien social. Alors, c'est ça. Il y a des co-bénéfices qui ne sont pas exclusivement... ni alimentaire, ni biodiversité. Oui, je ne sais pas quels sont les objectifs de vos jardins partagés. Il y a une grosse étude qui a été menée à Paris sur tous ces jardins qui pouvaient émerger. Et le résultat fait que si tout est exploité au maximum, on est à peine à 5% des besoins alimentaires de la ville de Paris. Oui, donc la recherche n'est pas forcément l'autosuffisance. Elle est plutôt de retrouver du lien entre les occupants. Très bien. Enora, est-ce que vous vouliez réagir, parce qu'on approche de la fin de cette table ronde. Vous aviez l'air d'approuver sur l'aspect start-up, outils d'aide à l'usage, à la maîtrise des usages. Est-ce que vous avez ce type de porteurs de projets? Est-ce que vous voyez des projets qui visent à apprendre en fait aux occupants à mieux gérer leur consommation d'énergie dans les bâtiments, ce genre ou je ne sais pas quoi d'autre, mais enfin des choses qui, pour apprendre effectivement à la population la plus large possible, les sensibiliser et leur donner des outils pour mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Oui, effectivement. Enfin, c'est un des enjeux. En fait, on parle d'efficacité, des fois souvent énergétique, mais là, c'est plutôt dans une logique peut-être de sobriété énergétique, enfin de vraiment apprendre à changer les comportements. Et certaines entreprises sociales sont là pour ça, comme Voisins Malins. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais dont l'objectif, c'est d'avoir une communauté de voisins qui va justement sensibiliser chacun des habitants d'un quartier à comment moins consommer, et comment mieux utiliser tout l'environnement électroménager, mais pas que autour de lui. Et donc c'est des actions qui sont investies par des entreprises sociales. On parlait aussi tout à l'heure de l'accès à l'alimentation, et au lien social. Il
il y a une belle association qui œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville pour faire des groupements d'achat d'alimentation durable, pour aussi pouvoir permettre à des gens qui n'en auraient pas toujours les moyens. On parle souvent de circuits courts, de bio, de bien manger, mais ça a un coût. Et donc, qui organisent des groupements d'achat communs pour justement favoriser la consommation, et aussi ce travail de sensibilisation qui est toujours derrière, même plutôt devant les actions de toutes ces entreprises sociales. Donc, oui, parce qu'il y a un coût, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas forcément de marché, donc les modes de production sont coûteux. Enfin bref, tout ça, c'est un peu un cercle qu'on essaie de rendre vertueux, je pense. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot peut-être par rapport à réagir à ce qui s'est dit autour de la table, ajouter quelque chose du point de vue Emmaüs? Oui, en fait, je reviendrai simplement sur le concept que j'ai essayé de porter au début. C'est là où l'écologie et l'inclusion se complètent bien et font des synergies. C'est sur les petites boucles, vous l'évoquiez, quand on doit convaincre un ensemble d'habitants d'un quartier de changer leur frigo, il s'agit d'aller comme voisin malin en porte-à-porte. Et Voisin malin l'illustre très très bien, c'est-à-dire que c'est pas un technocrate qui vient frapper à la porte, c'est un des habitants, c'est un voisin. Oui, voilà. Et c'est là le côté malin de la chose. C'est en fait en boucle. C'est une boucle sociale, Voisin malin, mais qui débouche sur une plus-value environnementale. Et puis par ailleurs, nous, l'atelier Emmaüs, on vient créer aussi des boucles environnementales en pied d'immeuble, avec notamment S Métropole Habitat sur la périphérie est de Lyon, où on travaille avec les habitants sur l'aménagement de locaux en pied d'immeuble aussi, pour venir faire cette double boucle sociale et environnementale, mais la plus petite possible, je pense. Oui, mais alors il faut bien qu'à un moment, tout ça, à l'échelle nationale, voire mondiale, ça fasse masse. Mais justement, donc, pour faire ce changement d'échelle, parce que en tout cas c'est ce qu'on dit dans le monde de l'économie sociale et solidaire, de mon point de vue, il y a deux solutions. Enfin, il y en a une, je vais citer quelqu'un qui est dans la tribune là aujourd'hui, dans les 24 solutions. C'est en fait pour faire... on ne fera pas aller à de la consommation sobre et vertueuse des gens qui n'ont pas envie d'y aller, parce que leur imaginaire actuel, c'est la conso de marque, c'est accumuler. Même si j'ai pas de pouvoir d'achat, mon rêve en vrai, c'est toujours d'accumuler et d'offrir à mes gamins. Et parce qu'on a grandi dans cet imaginaire-là. Donc il faut offrir un autre imaginaire, et pour offrir cet autre imaginaire, on n'a pas d'autre solution que d'accélérer les solutions de proximité, de boucles très 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 courtes. Là je dis je me mets du côté des pouvoirs publics engagés, j'en fais partie en tant qu'élu écologiste, dire on doit valoriser, et pour accélérer ces solutions de proximité, il faut absolument les valoriser. Quand tous les jours la tribune mettra en une ou en, je sais pas quelle est la page la plus lue, mais non mais c'est vrai quoi, une solution locale vertueuse de partout en France. Bon, on va faire ça, chiche. Et non mais on le fait déjà. Voilà, c'est ça. Mais il faut vraiment le faire. Il faut donner à voir ces actions-là qui sont en général des actions cofinancées. Enfin, c'est de la coopération. Et c'est bon. Moi, je défends l'ESS, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut se dire, ça existe, c'est possible. C'est désirable et désiré, et c'est comme ça qu'on changera l'imaginaire, et c'est comme ça que demain, tous les gens qui n'ont pas bénéficié de programmes d'éducation à l'environnement au sens large du terme, à la bienveillance, à la non-violence, à découvrir sa cité, quand ils seront adultes, parents, consommateurs, iront dans ces mondes-là et lâcheront les mondes de l'ancien monde, et de fait, de toute façon, le marché se régulera. Mais je pense qu'on est, on est dans ce moment-là de changement, donc décidons tous ensemble de valoriser et d'accompagner ce nouvel imaginaire sobre et circulaire et de proximité. Merci beaucoup. Donc ce sera le mot de la fin de cette table ronde.